Sur les champs de bataille de la galaxie, une vérité demeure, inéluctable. Un soldat est toujours seul. Même dans la mêlée furieuse, entouré de camarades hurlant leur foi ou leur désespoir, même regroupés dans une tranchée, attendant l'assaut et récitant des prières à la gloire de l'empereur Dieu, un soldat reste seul. Seul face à l'ennemi, dont le regard brûle de haine. Seul face à la mort, qui rôde dans chaque ombre et chaque éclat d'obus. Cette solitude est implacable. Elle s'insinue dans chaque souffle, chaque battement de cœur. Et pour les enfants de Krieg, elle est une compagne silencieuse, bien avant leur première bataille. Dès leur naissance, les enfants de Krieg ne sont pas élevés pour vivre. Ils sont façonnés pour mourir, transformés en armes au service de l'Imperium. Leur monde, ravagé par une guerre civile dévastatrice il y a des millénaires, a fait de la guerre une religion et du sacrifice une vertu absolue. Sur cette planète stérile, recouverte de cendres et de toxines, l'enfance n'existe pas telle qu'on la comprend ailleurs. Il n'y a pas de rire, pas de jeu, pas de rêve. Chaque nouveau-né n'est qu'une pièce dans une immense machine de guerre, son existence entièrement dédiée à servir l'empereur de l'humanité. Les premiers souvenirs d'un enfant de Krieg ne sont pas ceux d'un foyer chaleureux, mais des ombres froides d'un dortoir militaire. Le claquement des bottes résonne dès l'aube, accompagné des aboiements des instructeurs. Les leçons commencent tôt. Comment démonter et remonter un fusil, comment te lire une ligne face à un ennemi implacable, comment ne jamais fléchir, même sous la torture. Échouer, c'est mourir. Réussir, c'est apprendre à mourir, correctement. Leur éducation ne se limite pas à l'art de la guerre. Ils sont endoctrinés dès leur plus jeune âge, nourris par des sermons monotones, exaltant le devoir sacré de mourir pour l'empereur. La foi en l'Imperium est absolue, inculquée à travers des prières et des rituels austères, exécutés dans des chapelles sombres, où les images du dieu empereur dominent, sévères et inatteignables. Ces enfants apprennent rapidement qu'ils ne sont pas des individus. Ils sont des outils, des armes forgées dans le feu du devoir. La compassion, l'espoir, même la peur sont éradiqués méthodiquement. Les instructeurs veillent à briser toute émotion qui pourrait affaiblir leur détermination. Les châtiments sont fréquents, brutaux, mais considérés comme nécessaires. Un enfant qui hésite devant une tâche, qu'il s'agisse de porter un fusil trop lourd pour ses bras frêles ou d'abattre un camarade lors d'un exercice extrême, est puni sans pitié. Et pourtant, malgré tout, des fragments d'humanité persistent. Dans les rares moments de répit, certains enfants osent murmurer des histoires à voix basse, parler des mythes de l'Imperium, ou inventer des récits sur les mondes qu'ils ne verront jamais. Ces instants sont fugaces, balayés rapidement par la discipline implacable. Mais pour quelques-uns, ces murmures restent gravés, des éclats d'une vie qu'ils n'auront jamais. Pour les enfants de Krieg, il n'y a pas de passage à l'âge adulte. Ils quittent leur enfance déjà vêtus de l'armure de la guerre, le visage dissimulé sous un masque à gaz qui devient une seconde peau. Le jour où ils partent pour leur première bataille, ils ne sont plus des enfants. Ils ne sont même plus des hommes. Ils sont des soldats. Et pour Marcos Zane, cette enfance n'avait laissé que des cicatrices invisibles, prêtes à ressurgir à chaque moment de solitude sur Gladys 7. Marcos Zane, sergent du 128e bataillon, incarnait tout ce qu'un soldat de Krieg devait être. Implacable, obéissant, dévoué. Maîtrisant sur le bout des doigts les doctrines de guerre, les stratégies et les sacrifices nécessaires pour servir l'humanité. Mais sous son masque impassible, une vérité persiste. Même forgé pour la guerre, un homme reste un homme. Et parfois, un homme brisé commence à questionner ce qu'il voit, ce qu'il est. La solitude est un état permanent pour un soldat. Même au milieu de mes frères d'armes, même avec le rugissement des obus au-dessus de ma tête, il y a ce vide. Un espace que rien ne comble, pas même les cris d'agonie ou les grondements des machines de guerre. Peut-être est-ce cela, être un enfant de Krieg. Porter ce vide comme une deuxième peau. Nous naissons pour la guerre. Nous vivons pour la guerre. Et nous mourrons pour elle. C'est ce que l'on nous enseigne.
Depuis nos premiers pas, nous apprenons à manier les armes, à endurer la douleur, à obéir sans poser de questions. Mais aujourd'hui, je me demande si cela suffit. Cette terre maudite, Gladys 7, semble vouloir nous avaler, corps et âme. Pour la première fois, je sens que la foi que je porte pourrait vaciller. Les soldats n'ont pas le luxe de s'interroger. Obéir, survivre, servir l'empereur, voilà notre raison d'être. Et pourtant, ici, sur ce monde ravagé, je commence à voir les fissures dans le masque. Marcos Zane, sergent du 128e bataillon de Krieg, 37e jour sur Gladys 7. Les champs de bataille de Gladys 7 étaient bien plus qu'un simple terrain de guerre. Ils étaient un miroir cruel, révélant les vérités que même les soldats les plus aguerris ne pouvaient ignorer. Et pour Marcos Zane, ce miroir allait bientôt refléter plus qu'il ne pouvait supporter. La surface de Gladys 7 n'était plus qu'un désert de cendres et de cratères fumants. Un paysage mutilé par des mois de bombardements incessants. Le ciel, d'un gris étouffant, semblait peser sur les épaules des soldats comme un linceul. À perte de vue, des épaves de véhicules de l'Imperium et des forces renégates jonchaient le sol, leurs carcasses noircies par les flammes. Les rares arbres qui avaient survécu étaient réduits à des silhouettes tordues, comme des spectres témoignant de la violence passée. Marcos Zane avançait en tête de son escouade, ses bottes enfonçant la terre gorgée de sang et d'huile. La marche était silencieuse, comme toujours. Pas de paroles échangées, juste le crissement des bottes, le cliquetis des armes, et au loin, le grondement sourd des canons. Le 128e bataillon de Krieg avançait comme une seule unité, mécanique et implacable. Mais à l'intérieur de Marcos, quelque chose bouillonnait. Les ordres étaient simples. Sécuriser la ligne jusqu'à ce que le QG donne l'assaut final. Une tâche banale en apparence. Mais sur Gladys 7, rien n'était simple. Chaque mètre de terrain était contesté avec une fureur indescriptible. Les forces renégates avaient creusé des tunnels sous les lignes impériales, surgissant au milieu des tranchées comme des ombres cauchemardesques. Les nuits étaient un enfer de tirs sporadiques et d'attaques surprises. Marcos, dans son rôle de sergent, avait appris à reconnaître les signes de l'épuisement chez ses hommes. Pas de mots, pas de plaintes, juste des gestes plus lents, des regards plus vides. Il n'y avait pas de réconfort à offrir. Krieg n'élevait pas ses soldats pour se soutenir mutuellement. Chaque homme devait porter seul son fardeau, même si ce fardeau finirait par l'écraser. Au crépuscule, alors que le bataillon consolidait ses positions autour d'une crête, Marcos s'éloigna de ses hommes pour inspecter les lignes. Les ombres s'allongeaient sur la terre ravagée, et la lumière faiblissante du jour peignait le paysage d'une lueur sinistre. Tout autour, la planète semblait respirer la mort. Le sol, saturé de cendres et de sang coagulé, dégageait une odeur âcre, un mélange de chair brûlée, d'huile et de terre retournée par les explosions. Sous ses bottes, chaque pas révélait des fragments d'eau broyée ou de morceaux de métal tordus, vestiges d'une bataille qui ne semblait jamais devoir s'arrêter. Les rares traces de végétation, des buissons noirs calcinés, s'agitaient mollement sous un vent froid qui portait les échos lointains des éclats d'obus à l'horizon. Au-dessus de lui, le ciel était un plafond oppressant, un chaos de nuages sombres striés de traînées lumineuses. Des chasseurs de l'Imperium et des intercepteurs renégats s'entretuaient encore, leur explosion éclipsant parfois les étoiles. Mais ces lumières fugaces ne faisaient qu'accentuer l'obscurité écrasante qui enveloppait le champ de bataille. Marcos s'agenouilla près d'un cadavre, un soldat de son unité. Le masque à gaz de l'homme était brisé, et son visage mutilé, exposé, figé dans une expression de terreur. Ses yeux, maintenant vitreux, semblaient fixer un point invisible dans l'immensité silencieuse.
Marcos ne détourna pas le regard. Ce soldat, dont il ne connaissait même pas le nom, était mort comme il avait vécu. Anonyme, silencieux, une arme cassée dans la main. Était-ce vraiment cela le devoir ? Était-ce vraiment pour cela qu'ils avaient été façonnés ? Pour mourir sans laisser de traces ? Pour nourrir une guerre qui semblait sans fin ? Un silence étrange régnait, à peine troublé par le murmure du vent glissant sur les crêtes et les rares crépitements des braseros à moitié éteints dans les tranchées lointaines. Ce silence ne signifiait pas la paix. La planète elle-même semblait retenir son souffle avant le prochain carnage. Marcos se redressa lentement, mais une sensation d'étrangeté le saisit. Tout semblait soudain se distancier. Les silhouettes de ses camarades, regroupées autour de leur position, étaient des ombres indistinctes, absorbées par l'obscurité grandissante. Le grondement lointain de la guerre semblait se perdre dans un vide sans fin. Même le poids de son équipement sur ses épaules paraissait irréel, comme s'il n'était plus qu'une coquille déconnectée de ce qui l'entourait. Pour la première fois depuis qu'il avait mis le pied sur Gladys 7, Marcos sentit la solitude d'une intensité terrifiante. Non pas la solitude familière d'un soldat face à l'ennemi ou à la mort, mais une solitude cosmique, un isolement profond, écrasant. Comme si la planète elle-même cherchait à le séparer du reste de l'univers. Il leva les yeux vers le ciel, vers cet enchevêtrement de ténèbres et de flammes, et une pensée s'imposa. Cette guerre n'a pas de fin, pas de sens. Nous ne sommes rien, juste des ombres qui s'effacent. Il réajusta son masque à gaz et serra son fusil, comme pour se rattacher à quelque chose de tangible. Mais la sensation persistait, s'insinuant dans son esprit comme un poison lent. Marcos reprit sa marche, laissant le cadavre derrière lui, mais il sentait toujours le poids invisible de son regard figé. Autour de lui, la crête semblait se refermer. Ses formations rocheuses tordues se dressaient comme des crocs d'un prédateur géant. Le vent se levait, plus vif, hurlant à travers les fissures et les crevasses, apportant avec lui des grains de cendre qui fouettaient l'armure et s'infiltraient sous le masque. Chaque pas était accompagné du crissement de la terre brisée, et l'écho de ses bottes semblait étrangement amplifié dans cette désolation, comme si la planète elle-même écoutait. Il atteignit une petite élévation et s'arrêta pour observer les alentours. Là-bas, en contrebas, les tranchées serpentant la plaine s'étendaient comme des veines ouvertes d'un corps mourant. On pouvait deviner les silhouettes, ses camarades, toujours en train de renforcer les défenses, mais elles semblaient irréelles, presque irrévocablement détachées de lui. Le ciel rugissait par intermittence, marqué par les explosions des bombes qui s'écrasaient sur l'arrière-garde ennemie. Pourtant, même cette lueur mourante semblait appartenir à un monde différent. Marcos se sentait comme un intrus, un être déplacé dans un environnement hostile et indifférent. Au loin, un cri déchirant brisa le silence suivi d'une rafale d'autogun. Pas un cri humain. Ce son rauque qui guttural appartenait à leurs ennemis, des cultistes renégats. Marcos n'éprouva ni peur ni excitation, seulement une lassitude froide. Il connaissait ces sons, ils étaient gravés dans son esprit comme une litanie de destruction sans fin. Il serra les poings, tentant d'évacuer cette tension qui montait en lui. Pourtant, un murmure persistant dans son esprit le tiraillait. À quoi bon tout cela ? Il balaya cette pensée d'un mouvement de tête, se concentrant sur sa discipline inculquée depuis son enfance. La guerre n'avait pas besoin de justification. Elle était tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il était. Et pourtant, alors qu'il scrutait l'horizon, une silhouette lointaine attira son attention. Là, sur un promontoire, un homme, ou ce qui semblait en être un, se tenait debout, immobile. C'était un renégat, clairement reconnaissable à l'armure barbare et aux insignes profanes gravés sur sa poitrine. L'homme le fixait.
Marcos leva instinctivement son fusil, ajustant sa lunette pour mieux voir. Mais lorsqu'il posa son œil sur la lentille, la silhouette avait disparu. Il baissa lentement son arme, la sensation d'être observé plus forte que jamais. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait cela sur Gladys 7, mais cette fois, c'était différent. Une froideur inhabituelle lui parcourut l'échine, une impression que ce monde ne se contentait pas de dévorer leur corps, il cherchait à s'emparer de leur âme. Il inspira profondément et fit demi-tour, redescendant vers les tranchées. À mesure qu'il approchait des lignes, les bruits familiers des soldats au travail et des générateurs cracheurs de fumée revenaient l'entourer, tentant de le rattacher à une réalité qu'il commençait à douter de comprendre. Le lendemain matin, la lumière froide du jour perça lentement à travers les nuages, baignant le champ de bataille dans une lueur mourante, comme si même le ciel hésitait à regarder ce qui restait du sol. Les ombres des soldats fatigués et éparpillés sur la crête se dessinaient sur un paysage dévasté, la terre encore humide du sang versé la veille. Le vent, chargé de l'odeur de la mort et du métal, soufflait en rafales silencieuses, comme pour chasser l'écho des explosions passées. Alors que le bataillon était sur ses positions, un groupe de silhouettes, vacillantes et frêles, apparut à l'horizon. D'abord lointaines, leurs formes se précisaient à mesure qu'elles s'approchaient. Une colonne de civils. Leur allure affaissée, leurs gestes lents et hésitants trahissaient la peur et l'incertitude de ceux qui avaient survécu à l'enfer de la guerre, fuyant la violence et la destruction. Le groupe avançait en silence, quelques enfants dans les bras de femmes, des hommes portant des fardeaux sans nom. Mais au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, Marcos remarqua quelque chose d'anormal. Les regards fuyants, les gestes nerveux et cette sensation d'irréalité qui s'installait dans l'air. Il scruta plus attentivement, un malaise naissant dans son esprit. Des éléments du groupe semblaient trop ordonnés pour les civils fuyant la guerre, et pourtant, il y avait cette lourde inquiétude dans leurs mouvements. Quelque chose en eux trahissait la formation militaire, une discipline trop marquée pour de simples réfugiés. Les déserteurs étaient là, au milieu de la foule. Ils se mêlaient aux civils comme des ombres parmi les vivants, leur présence masquée derrière des visages fatigués et des corps frêles. Les signes étaient évidents pour ceux qui savaient chercher. Les pas trop mesurés d'un homme qui ne voulait pas se faire remarquer, l'air absent d'un autre qui avait l'habitude de se tenir droit sous un uniforme. Marcos les observa en silence. Aucun mot n'était nécessaire. Ceux qui se cachaient sous le masque des réfugiés devaient répondre de leurs actes. Le cortège de civils, qui semblait à la fois une échappée vers un avenir incertain et une fuite de la guerre, devenait une scène de tension palpable. Les déserteurs se tenaient dans ce groupe qui fuyait pour sauver leur peau, mais qui portait également la traîtrise en son sein. Alors que les civils se rassemblaient sous la surveillance des soldats, un de ces hommes tendit à une femme épuisée un sac de vivres, une maigre consolation pour une route qui promettait d'être longue et sans garantie. Marcos avait donné des ordres précis, indiqué un lieu de repli vers l'arrière des lignes impériales, un endroit où ces âmes errantes pourraient échapper, au moins temporairement, à la voracité du conflit. Les regards des réfugiés le traversaient sans véritable reconnaissance, emplis d'un mélange de gratitude et de méfiance envers des soldats qui représentaient autant la protection que la terreur. À quelques mètres de là, séparés du reste, un groupe compact de 20 hommes et femmes se tenait immobile sous la garde des soldats de la 128e, les déserteurs. Leurs visages étaient tirés, certains encore empreints de l'audace nerveuse de ceux qui croyaient pouvoir tromper l'Imperium, d'autres déjà marqués par la résignation. Ils portaient encore les vestiges de leur uniforme de l'Astra Militarum, mêlés à des guenilles civiles dans une tentative maladroite de masquer leur déchéance. Marcos fit un pas vers eux, son masque respiratoire couvrant son visage, mais ses yeux perçants comme des lames. L'odeur de sueur, de peur et de désespoir semblait plus lourde ici, presque palpable. Il s'arrêta devant eux,
les toisant avec une froideur implacable. Les questions n'étaient pas nécessaires, leur crime était évident, et leur sort, bien que pas encore scellé, n'offrait pas de rédemption. Un murmure s'éleva parmi les captifs, faible au début, mais chargé d'une intensité qui sembla fissurer l'air autour d'eux. Des mots chuchotés, mais empreints d'une force sombre, comme si chaque syllabe portait un poids qu'aucun homme ne devrait supporter. La peur, la mort, la guerre. Ces voix rauques et désespérées ne parlaient pas pour se défendre, mais pour déverser une vérité brutale qu'ils avaient été forcés de regarder en face. Marcos se raidit. Depuis son enfance, on lui avait enseigné que mourir pour l'empereur était la plus haute des vertus, un honneur insurpassable. La peur, il la connaissait. Elle était une compagne familière qu'il avait appris à ignorer, à dompter. La mort, elle n'était pas une fin, mais une étape dans un service éternel. Alors pourquoi, en entendant ces mots, sentait-il quelque chose s'insinuer en lui? Une fissure imperceptible dans la forteresse de sa certitude. Les arguments des déserteurs n'étaient pas une rébellion ouverte. Ils étaient plus insidieux. Ils parlaient de la vanité des ordres, des batailles insensées qui consumaient les milliers de vies pour des gains éphémères. Ils évoquaient des mondes abandonnés malgré les sacrifices, des serments brisés par des généraux eux-mêmes plus préoccupés par leurs ambitions que par leurs devoirs. Ils murmuraient la vérité de ce qu'ils avaient vu. Des hommes et des femmes brisés, consumés, oubliés. Une lutte sans fin, dénuée de gloire, où même les survivants devenaient des ombres. Marcos se serra les poings. Ces mots étaient des poisons. Il en reconnaissait le goût amer, mais il savait qu'il devait s'en protéger. La foi, la dévotion, la soumission à l'empereur Dieu étaient les seules armes contre ces vérités rampantes. Et pourtant, dans ces voix, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Ce n'était pas une simple lâcheté, c'était une terreur primordiale, une sorte de vide intérieur qu'il n'avait jamais ressenti, même au plus fort des combats. Il repoussa ses pensées. La guerre ne laissait pas de place au doute, pas pour lui, pas pour un enfant de Krieg. Il tourna les talons, ordonnant à ses hommes de sécuriser les déserteurs jusqu'à ce que leur supérieur décide de leur sort. Mais alors qu'ils s'éloignaient, leur murmure restait accroché à son esprit, comme un écho qu'il ne pouvait effacer. La nuit retomba sur le campement, enveloppant le bataillon dans une obscurité oppressante. Au loin, les grondements sourds de l'artillerie annonçaient que la guerre continuait d'avancer, implacable et insatiable. Le groupe de déserteurs, gardé sous l'autorité stricte des surveillants, restait silencieux, mais leur simple présence semblait peser sur les soldats de Krieg. Leur visage émacié, le regard hanté, était un rappel constant de la fragilité de la foi et du devoir face à l'inconnu. Autour du camp, l'écosystème, hostile et indifférent, continuait de vivre sa propre guerre. Des vents chargés de cendres soufflaient en bourrasques irrégulières, portant avec eux une odeur métallique et âcre. Les créatures nocturnes, invisibles mais bruyantes, émettaient des cris qui résonnaient dans l'immensité, comme si la planète elle-même se faisait l'écho de la détresse humaine. Marcos, parcourant les lignes, sentait la tension monter, autant dans l'air que dans les esprits. Ces hommes étaient disciplinés, mais même eux semblaient plus rigides, comme si l'approche imminente de l'ennemi et la présence des captifs ravivaient des peurs enfouies. Cette nuit-là, seul dans sa tente, Marcos ouvrit son carnet de campagne. Écrire était une habitude qu'il avait adoptée pour organiser ses pensées, pour combattre l'érosion de l'esprit qu'imposaient les campagnes interminables. Il nota. La guerre est une constante, elle ne fléchit jamais, ne s'épuise jamais. Pourtant ce soir, je ressens une dissonance. Les mots des déserteurs me reviennent, non pas comme des arguments, mais comme des murmures d'une abîme que je refuse de regarder. Peut-on trahir par peur de la mort ? Nous avons reçu l'ordre de tenir cette position, l'ennemi viendra. Et plus encore que l'ennemi, c'est ce vide, cette planète immense et indifférente qui pèse sur nos âmes. Et moi, face à cette étendue, je me demande si ma foi sera toujours aussi solide. Il referma le carnet d'un geste brusque, repoussa ses pensées inutiles. Il était un fils de Krieg. Il n'avait pas besoin de comprendre, seulement d'obéir. Le lendemain, l'aube surgit dans un ciel grisâtre, baignant le campement d'une lumière diffuse, presque irréelle.
Les soldats reprirent leur position, renforçant les fortifications, préparant leurs armes pour la bataille imminente. Marcos, toujours vigilant, observait ses hommes. Les civils avaient quitté le camp avant l'aube, guidés vers leur refuge temporaire. Mais les déserteurs étaient toujours là, enfermés sous bonne garde, leurs visages marqués par l'épuisement et l'attente d'un jugement qu'ils redoutaient. La journée s'annonçait longue, et la guerre continuait de respirer à travers chaque souffle de vent. L'assaut débuta soudainement, brisant le fragile répit de la nuit. Les explosions secouaient la terre, éclairant les ténèbres de flashs sinistres tandis que les alarmes hurlaient dans le camp. Les soldats de Krieg se mirent en position avec une précision mécanique, leurs mouvements dictés par des réflexes hérités d'une longue tradition de guerre. Dans les tranchées, les hommes verrouillaient leurs fusils, ajustaient leurs masques et vérifiaient une dernière fois leurs munitions. La première vague ennemie déferla comme un raz-de-marée de formes indistinctes, surgissant de la brume matinale. Les silhouettes sombres avançaient rapidement, leurs cris gutturaux mêlés au grondement des explosions. Les mitrailleuses impériales ouvrirent le feu en un rugissement continu, projetant un flot de balles qui transformait les premières lignes ennemies en un chaos sanglant. Les obus impériaux pleuvaient, creusant des cratères béants dans le sol, projetant des morceaux de chair et de métal dans toutes les directions. Pourtant, malgré les pertes massives, l'ennemi avançait, animé par une volonté implacable qui semblait ignorer toute notion de peur ou de douleur. Marcos scrutait la ligne depuis son poste d'observation. Chaque mètre perdu lui paraissait une insulte à l'ordre qu'il s'efforçait de maintenir. Le tir des lasers traversait l'air en traits lumineux, éclatant parfois contre les armures rudimentaires des assaillants, parfois se perdant dans la masse grouillante qui s'abattait sur eux. Quand la masse innombrable atteignit les barbelés, les lance-flammes entrèrent en action. Une chaleur suffocante s'éleva des tranchées alors que les flammes dévoraient tout sur leur passage. Les hurlements d'agonie résonnaient au-dessus du vacarme de la bataille, mais aucune de ces scènes n'ébranlait les soldats de Krieg. Ils se battaient comme des automates, méthodiques, implacables. La deuxième vague arriva avant même que la première ne soit totalement anéantie. Cette fois, l'ennemi semblait mieux organisé. Les tirs étaient plus précis, et certains assaillants portaient des boucliers improvisés qui leur permettaient de se rapprocher dangereusement des défenses impériales. Les mortiers entrèrent en action, projetant leur obus dans des arcs parfaits pour écraser les rangs ennemis. Des geysers de terre et de sang jaillissaient à chaque impact, mais l'ennemi ne ralentissait pas. Dans la confusion, une partie des barbelés fut coupée, permettant aux assaillants de s'infiltrer dans les tranchées. Marcos observa avec une froide intensité, tandis que ses soldats les repoussaient à coups de baïonnettes et de crosses de fusil. Chaque geste était précis, chaque mouvement calculé. Les pertes étaient élevées des deux côtés, mais la ligne tenait. La troisième vague ne tarda pas. Cette fois, des armes lourdes ennemies se mirent à pilonner les positions impériales. Les tranchées furent secouées par une série de détonations qui arrachèrent des morceaux de terre et de chair. Marcos perçut le souffle d'un obus qui frappa non loin de lui, projetant des débris et une pluie de sang. Malgré cela, il resta immobile, analysant la situation avec une froideur presque clinique. Les soldats de Krieg n'hésitaient pas. Là où des renforts étaient nécessaires, ils comblaient les brèches sans attendre l'ordre. Là où les tirs faiblissaient, d'autres prenaient leur place, s'exposant volontairement pour maintenir un feu constant. Leur discipline, inébranlable, était la seule chose qui empêchait la ligne de céder. À chaque vague repoussée, le terrain se couvrait davantage de cadavres, d'éclats de métal et de douilles vides. Les munitions diminuaient, les visages derrière les masques devenaient de plus en plus tendus. Malgré leurs efforts, Marcos savait que ce n'était qu'une question de temps avant que l'épuisement ne les trahisse. L'ennemi, implacable et inépuisable, avançait toujours. Un message radio traversa le tumulte, sec et précis.
Un bombardement orbital avait été autorisé, ciblant la zone où la bataille faisait rage. L'ordre était clair. Tenir les positions, quel qu'en soit le coût. Marcos écouta le message en silence. Le poids de ses implications s'abattait sur lui avec une violence inattendue. Ce n'était pas la première fois qu'il recevait un ordre aussi brutal, mais quelque chose dans la froideur clinique de cette décision le heurta profondément. Une pensée fugace traversa son esprit. Était-ce vraiment nécessaire ? Autour de lui, la bataille continuait. Les tirs de laser déchirant l'air, les explosions secouant la terre, les silhouettes indistinctes des soldats de Krieg avançant et reculant selon les besoins de la ligne. Pourtant, ses pensées s'éloignaient, comme si son esprit cherchait à se soustraire à une réalité insupportable. Il savait ce que cela signifiait. Ces hommes, ceux qui avaient tenu avec une discipline inébranlable contre des vagues incessantes, allaient être sacrifiés. Il voulut réagir, envoyer un message pour demander un sursis, une chance de faire évacuer au moins une partie de ses forces. Mais il connaissait la réponse. L'état-major ne reculerait pas. L'opportunité de détruire l'ennemi l'emportait sur tout le reste. Une victoire stratégique, quel qu'en soit le prix. Les premiers éclats du bombardement illuminèrent le ciel, des lances de lumière perçant l'atmosphère avant de s'écraser sur le champ de bataille. Une pluie mortelle s'abattit, projetant des tonnes de terre, de métal et de corps démembrés dans toutes les directions. Les détonations successives formaient une symphonie macabre. Chaque explosion, un coup de massue qui écrasait tout sous son souffle. Marcos se tenait immobile, comme figé dans le temps. Ses sens captaient chaque détail, la chaleur suffocante des explosions, le bruit strident des obus qui traversaient l'air, les cris étouffés de ces hommes pris dans la tourmente. La ligne se disloquait, les tranchées devenaient des charniers. Il voyait les silhouettes de ses soldats disparaître sous les vagues de débris, des vies broyées en un instant. Le bombardement semblait durer une éternité, mais quand le silence revint, il était plus assourdissant que le vacarme qui l'avait précédé. La terre était méconnaissable, un paysage apocalyptique de cratères fumants et de cadavres éparpillés. Les rares survivants, ceux qui avaient eu la chance d'être en dehors de la zone d'impact immédiate, émergeaient lentement, hagards, leurs uniformes couverts de poussière et de sang. Marcos resta là, debout, les épaules lourdes et le regard vide. La victoire avait été obtenue, mais à quel prix ? Le sol autour de lui, jonché de corps et de ruines, semblait murmurer les noms de ceux qu'il avait perdus. Ce n'étaient plus des soldats à ses yeux, mais des individus qu'il avait menés à leur perte. L'ordre était accompli, mais la victoire avait un goût de cendre. Une partie de lui-même, quelque chose qu'il n'avait jamais laissé vaciller auparavant, commençait à se fissurer. Pour la première fois depuis des années, Marcos sentit l'ombre du doute s'insinuer dans son esprit. À l'aube, un calme précaire s'installa sur le champ de bataille, laissant place au bruit étouffé des préparatifs nocturnes. Les soldats de Krieg, silencieux comme des ombres, s'étaient affairés toute la nuit. Ils avaient enterré leurs camarades tombés, creusant des fosses communes dans une terre encore chaude des explosions. Les blessés avaient été rassemblés à l'arrière, leurs gémissements se mêlant aux ordres murmurés des rares médecins disponibles. Les défenses, quant à elles, avaient été reforgées à la hâte, les tranchées consolidées, les armes réarmées. Marcos avait participé à ces efforts, sa silhouette se détachant dans la lumière spectrale des projecteurs. Ses gestes, mécaniques et précis, masquaient l'épuisement qui semblait s'infiltrer jusque dans ses os. Malgré tout, une étrange tension s'accumulait en lui, un pressentiment qu'il ne pouvait pas ignorer. Le calme fut brisé lorsque l'ennemi fit apparaître une nouvelle menace. Une brume épaisse et verdâtre s'éleva derrière leur ligne, ondulant comme une bête vivante et se glissant dans les moindres recoins du terrain. L'air s'alourdissait, devenant irrespirable pour quiconque osait y plonger sans protection. Les soldats de Krieg, méthodiques, ajustèrent leurs masques respiratoires et prirent position. Leur discipline les préservait de la panique, mais Marcos ressentait autre chose que la tension habituelle d'un assaut imminent.
ce n'était pas le poids des ordres ou des pertes, mais une sensation qui le taraudait, un tiraillement qu'il ne pouvait nommer. À l'arrière, les déserteurs capturés la veille étaient regroupés, leurs visages marqués par la peur. Ces hommes et femmes, souvent méprisés pour leur faiblesse, avaient été mis à l'écart, sans protection contre ce gaz corrosif. Marcos les observa un instant. Leur capture avait semblé juste, nécessaire. Mais face à cette nouvelle menace, cette justification s'érodait. Il ordonna que des masques leur soient distribués. Ce geste n'était pas motivé par la pitié, mais par une certitude qui s'était imposée à lui comme une évidence. Les morts inutiles n'avaient plus de place ici. Lorsque l'ennemi lança sa charge, l'épreuve atteignit son apogée. Le gaz enveloppa les lignes, rendant chaque pas, chaque tir, plus lourd, plus désespéré. Les positions défensives tremblaient sous la pression de l'assaut, et Marcos comprit que le combat ne durerait plus longtemps. Les ordres de l'état-major étaient clairs, tenir, coûte que coûte. Pourtant, à cet instant précis, il ressentait quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Une impulsion, une révolte sourde contre l'absurde mécanique qui régissait leur survie. Il donna un ordre qu'aucun manuel ne prévoyait. Libérer les déserteurs. Ces derniers, abasourdis par cette démonstration inattendue d'humanité, hésitèrent. L'incertitude se lisait dans leurs regards. Mais quelque chose changea. Ce geste, si rare chez un soldat de Krieg, les toucha profondément. Ils ramassèrent les armes abandonnées, leur corps tremblant sous le poids de la honte et de la peur. En silence, ordonnés, et comme un seul homme, ils rejoignirent les lignes, prenant position aux côtés des défenseurs, ceux qui hier voulaient les voir attachés à un poteau d'exécution. Le gaz se levait autour d'eux, une étreinte mortelle, mais ils ne fléchirent pas. Dans leur cri de guerre, une louange ultime, ils rendirent hommage à leur nouveau frère d'armes, mais pas un mot pour l'empereur Dieu. Ils fendirent l'air saturé, résonnant comme un dernier défi lancé à un ennemi implacable. Alors, lorsque l'un enjamba le parapet pour pénétrer dans le no man's land infini, les autres le suivirent sans hésitation. Leur assaut détourna l'attention de l'ennemi, offrant aux soldats de Krieg le répit nécessaire pour réorganiser leur défense et repousser l'attaque. L'effort fut héroïque, mais aucun déserteur ne survécut. Leurs corps jonchèrent le no man's land figé dans une posture d'honneur retrouvée. Leurs gestes avaient retourné le cours de la bataille, mais Marcos, en observant la scène, ne ressentait aucune exaltation. L'ombre de leur sacrifice planait sur lui, plus lourde que jamais. Quand tout fut terminé, le champ de bataille plongea dans un silence oppressant, brisé uniquement par le sifflement du vent à travers les carcasses d'acier tordues et les murmures agonisants des mourants. Le ciel, lourd de nuages gris, semblait peser sur la terre dévastée. Les explosions et les tirs n'étaient plus qu'un écho lointain, remplacé par un calme insupportable, un vide laissé par l'intensité du combat. Les survivants, leur uniforme en lambeaux et leurs masques fissurés, erraient parmi les ruines, titubant comme des spectres. Ils traînaient leurs blessures, cherchant instinctivement à retrouver des camarades, des ordres, une raison de continuer. Leurs visages dissimulés derrière leurs respirateurs ne laissaient rien transparaître, mais leurs gestes trahissaient l'épuisement, le poids d'une victoire obtenue au prix d'une hécatombe. Marcos se tenait immobile au centre de ce tableau. Ses mains couvertes de poussière et de sang séché pendaient mollement à ses côtés. Ses yeux fixaient le no man's land, où les corps des déserteurs gisaient encore, figés dans leur dernière charge héroïque. Ils avaient été fauchés par les tirs ennemis, mais leurs corps étaient tombés ensemble, formant un dernier rempart, un dernier cri silencieux de défi contre la mort. Ces hommes et femmes, méprisés pour leur faiblesse, avaient trouvé dans leurs derniers instants une force que Marcos ne pouvait comprendre. Ils étaient morts, ensemble,
comme un groupe uni, lié par un courage tardif mais indéniable. Ses propres soldats, eux, étaient tombés un par un, seuls dans leur devoir, sans qu'aucune main ne cherche à les soutenir. Le poids de cette vérité s'abattit sur lui, plus lourd que le fardeau des pertes ou la douleur des blessures. Il s'était toujours réfugié derrière le devoir, derrière les règles strictes qui avaient façonné son existence et celles de ses camarades de Krieg. Mais en ce moment, ses certitudes semblaient s'effriter. Était-il si différent des déserteurs qu'il avait jugés ? Leur sacrifice n'était-il pas tout aussi honorable, sinon plus, que celui exigé par l'état-major ? Le soleil disparaissait derrière l'horizon. Marcos se détourna enfin, marchant lentement vers sa tente. À l'intérieur, il trouva son journal. Ce soir-là, il écrivit autre chose. Les mots lui venaient lentement, pesants, mais ils étaient les seuls à refléter la vérité qu'il ne pouvait plus nier. Ils sont morts ensemble. Nous mourrons seuls.